Salut les Jujiteros, nous revoilà, Nico et moi, pour le Naturocast numéro 7. Je me présente, moi je suis Julius, je suis naturopathe et conseiller en nutrition, et je suis accompagné de Nico. Nico, étudiant en ostéopathie et en naturopathie, voilà. J'espère que tout le monde va bien. Vous voyez derrière moi, pour ceux qui sont sur YouTube, derrière moi il y a un petit sapin parce qu'on enregistre ce Naturocast le 24 décembre. Donc on ne s'arrête pas, nous, on ne s'arrête pas parce que c'est dimanche ou 24 décembre. On est animé par la passion de débattre, et d'ailleurs on a cet esprit de Noël un petit peu taquin aujourd'hui, je pense. Nico. J'ai entendu, le Père Noël m'a dit que c'était taquin. Ouais, c'était taquin. Moi je suis un peu chaud bouillant là, la journée a bien commencé, justement. Et on va commencer par cette anecdote. Ce matin. Alors donc je suis chez ma maman, tu vois, il y a ma femme, mes enfants, il y a mon frangin qui est là aussi. Et il y a une amie de la famille qui passe avec tout un sac rempli de bonnes intentions, tu vois, avec de la brioche, des pains au raisin, tout le truc très très gentil qui peut être très très bon dans la bouche, mais qui peut bien te pourrir la santé et te déglinguer le corps. Et donc, avec un ton un peu sarcastique mais humoristique, on a bien rigolé, tu vois, parce que en fait, le Père Noël, Santa, tu vois, moi, je lui ai fait la version Satan, tu vois, Santa s'est transformé en Satan. Et je lui ai demandé si son sac, en fait, qui était censé amener des cadeaux, n'était pas finalement que le fait qu'elle souhaitait du mal à ma famille, à mes enfants, tu vois. Donc, j'ai inversé la tendance pour choquer, parce que des fois, quand on choque les gens, il y a des fois des prises de conscience. Et je lui dis, tu vois, tu me connais depuis que je suis gamin, tu vois le physique que j'ai, la forme que j'ai. J'ai dit, tu crois que je l'ai acquis en bouffant de la merde pareil, quoi. Et tout de suite, Ah ouais, ça ça met les choque. pieds dans le plat. Voilà, tout de suite, humeur taquin, je t'ai dit, hein, je me suis levé, direct que c'était parti comme ça, mais toujours avec le sourire, bien évidemment, et la bienveillance, parce qu'il faut savoir aussi respecter chacun, tu vois. Est-ce que toi, la journée a commencé avec quelqu'un qui a essayé de t'empoisonner? Non. Non. Non, j'ai pris un petit café. Non, non, au contraire. Non, non, Attends, parce que tu sais, on est Hein? dans le milieu des naturopathes, tu vois. Ouais. Et quand je te parle poison, tu me dis, ah ben non, non, pas de poison pour moi, j'ai pris un petit café. Mais il y a encore des connards qui vont te dire que tu t'empoisonnes en buvant du café, quoi. Bah, c'est une question de quantité, quoi, et ça dépend Bon, je te l'accorde, je bois un peu de café. Je bois un peu, peut-être un peu trop, ça va être peut-être même un des challenges de l'année 2024. Ça va être de faire des moissons café. D'ailleurs, tu fais, toi, des moissons café? Ouais, une fois par mois, une fois par an, là, pendant un mois. Ou sinon, en divisé dans l'année, tu vois, je m'impose un nombre de jours sans. Et cette année, je l'avais fixé, tu vois, à une cinquantaine de jours sur l'année. Et justement, on voulait parler aujourd'hui, lors de ce Naturocast, d'objectifs, de bilan aussi, parce qu'avant de parler d'objectifs pour 2024, on parlait aussi de bilan. Et tu vois, sur ces 50 jours, au final, je n'en ai fait que 30. Et c'est la première fois sur ces 7 dernières années où je définis mes objectifs, où je n'atteins pas ce chiffre. Mais en fait, c'est qu'en cours d'année, je me suis dit, non, je ne vais pas le respecter parce que j'ai envie de ce café, tu vois. Parce que je pense que voilà, c'était l'année où j'ai dit, ben non, le café, finalement, cet objectif, ça me fait chier de ne pas en boire. Ça me fait chier de ne pas en boire parce que des fois, tu vois, ça va être en perspective avec ce qu'on va évoquer après, les objectifs. Les objectifs, il faut que ça te tienne à cœur aussi, tu vois, pour l'atteindre. Mhm. Et moi, en fait, tous les ans, cette restriction du café, je l'ai toujours vraiment pris comme une contrainte. Même si je sais que ça fait travailler ma discipline, tu vois, le fait de ne pas faire. Et là, je peux dire que cette année, je n'ai pas été discipliné vis-à-vis de cet objectif, puisqu'au final, c'est important de se remettre en question au fil de l'année. Je me suis dit, non, et là, ça me fait vraiment chier de ne pas prendre de café.
Donc, en fait, quand j'ai atteint mes 30 jours sans café, ce qui correspond à un mois au final, tu vois, j'ai dit non, ok, tous les lundis, je ne buvais pas de café, et ben, ok, je vais boire café. En Alors, fait, c'est ça d'un qui est côté, compliqué. Vas-y. ouais, d'un côté, je me dis, putain, merde, ça y est, je commence à faire le faible. Tu vois, c'est ça aussi, tu vois, l'autocritique. Je commence à faire le faible, je prône la discipline et je ne me l'applique pas à moi-même. Et d'un autre côté, je me dis, mais je suis le premier à dire que pour atteindre un objectif, il faut aussi que cet objectif ce soit quelque chose qui te tienne à cœur. Tu vois. Donc, je suis un petit peu le cul entre deux chaises sur ces choses-là. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire, c'est ce qui est compliqué parce que quand on veut réaliser un objectif et que ça devient difficile, parce que forcément, quand on sort un peu de notre zone de confort, on va se frotter un peu à la difficulté, de se dire, en fait, c'est pas finalement, c'est pas ce que je veux vraiment, tu vois. La frontière entre est-ce que c'est peut-être pas est-ce que c'est pas une excuse ou est-ce que c'est vraiment ce que je veux, elle est difficile à cerner, tu vois. Et au contraire, genre, mon corps me demande ça et moi je le prive de ça. En fait, si je m'écoute vraiment, j'ai vraiment envie de ça, tu vois. Et je pense par exemple à la malbouffe, où tu coupes les gens de ça pendant une semaine et ils vont se dire non mais je le veux vraiment. Donc au final, je m'en fous, mon corps il me le demande, je lui donne. Donc tu vois, en fait j'ai toujours été balancé entre s'écouter vraiment à 100%, parce que si on s'écoutait vraiment à 100%, je pense que on se lâcherait un peu plus, tu vois. Et en fait, c'est ça la frontière, elle est limite, quoi. Elle est limite entre les deux et c'est difficile à cerner. Tu vois ce que t'en penses? Ben ouais, c'est ça, en fait, il faudrait, en fait, dans cette limite, il y a toujours cette notion de bien ou mal, au final, tu vois. On en revient à ça, bien ou mal. Est-ce que c'est bien de boire du café ou pas? Et donc, ça définirait euh, mon choix, tu vois, dire j'arrête de boire du café parce que c'est bien de ne pas en boire. Comme tu le dis, après, j'arrête de manger de la malbouffe parce que c'est de la malbouffe, c'est mauvais, c'est pas bien, tu vois. Et si pour toi, c'est bien, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je Ouais, m'écoute? Est-ce que je m'écoute parce qu'il faut, tu sais, il y a toujours les gens qui disent oui, il faut laisser parler son intuition, son ressenti. ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas faux, hein. Mais d'un autre côté, il faut aussi prendre un peu de recul et regarder ce qu'on fait. Et on en revient sur cette stratégie de 80-20 au final, tu vois, 80% du temps strict, enfin strict, oui, on va dire strict, et 20% de relâche. Si tu vois que il y a 80% du temps, tu n'arrives pas à te contrôler sur ta consommation de café, je veux dire, ta consommation de café, elle est vraiment excédentaire par rapport à la moyenne. Toi, si tu bois déjà plus de 3 cafés par jour, déjà, on peut dire que tu es un gros buveur de café. Voilà. Mais si tu te rends compte que 80% du temps, tu es plus à manger de la merde, tu peux te dire, ok, non, là, en fait, c'est pas top. Mais on te dira, ok, oui, mais si moi, ce que toi tu considères comme manger de la merde, je considère que c'est bien pour moi, elle est où la barrière, tu vois, c'est Mm. ça en fait. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Donc voilà, là, c'était pour la petite transition sur le café et le bilan au final par rapport à ce café, parce que ça faisait partie de mes objectifs de 2023. Et faisons un peu le bilan, chacun de notre côté, sur les objectifs qu'on s'était fixés. Si tu as envie d'en partager quelques-uns, si tu veux commencer. Ouais, carrément. Alors en bilan individuel, moi je sais que j'avais pour objectif principal de passer mon année scolaire, donc que j'ai fait, j'ai réussi à passer mon année scolaire, et donc là je suis en deuxième année de stéo. Euh, J'avais pour objectif aussi de faire des compétitions euh, que j'ai faites, donc je suis content aussi avec des bons résultats. Sinon, qu'est-ce que j'avais encore pour objectif? Parce que je me retrace l'année, c'est pas évident de se dire quand on les suit pas vraiment. En fait, moi, mon truc, c'est que je me donne des objectifs et je sais que ça va changer. Je me donne des objectifs début d'année et puis je les écris et puis je les laisse un peu, tu vois, de côté sans y revenir et sans me dire, ok, alors attends, sans faire le point vraiment, tu vois. Et je sais que là, maintenant, en me posant la question, tes objectifs, est-ce que tu les as réussis, etc.
je suis un peu, je dois chercher en fait qu'est-ce que j'avais vraiment comme objectif, etc. C'était pas très, c'est un peu oublié quoi. Je me les rappelle Ouais. pas régulièrement. Alors il y a le festival Potentiel Humain et le fait d'avoir commencé à bosser avec toi. Alors ça c'était pas un objectif fixé en début d'année, mais en tout cas je suis très content d'avoir commencé l'aventure avec toi. Il y a ma chaîne YouTube que j'avais, ah oui, ça c'est vrai, j'avais pour objectif de créer ma chaîne YouTube et de commencer les vidéos. Alors je les ai pas continuées encore, mais 2024 arrive, je dirai plus rien. Et donc je suis super content de ça aussi. J'ai franchi le pas. Et puis bah j'ai bossé cet été. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait comme gros objectif? Ah si, je suis con, évidemment. J'ai mon année sans alcool, donc de l'année dernière, de décembre de l'année dernière à décembre cette année, au 17. Donc un an, un gros challenge d'un an sans alcool. Alors j'étais pas un gros buveur, je buvais pas tous les jours, mais j'étais étudiant, donc je buvais régulièrement, quoi. Donc ça j'ai réussi, super content, des beaux retours, et il y a des choses qui ont changé, et des choses que je vais garder, etc. Il y a des challenges comme le No Nuts November, tu vois, par exemple, que j'ai aussi réussi à mettre en place et à tenir. Et puis, il y a des actions des habitudes qui restent maintenant par rapport à ce que j'ai découvert pendant ce mois-là. Et c'est déjà pas mal. Bah, c'est pas mal, Donc, ouais. Tu vois, tu globalement, dis, on va dire que globalement, euh, je suis satisfait de mon année. Je suis content parce que j'ai réussi à faire des trucs que je voulais faire. Mais il y a ce truc-là d'à côté de me dire, j'ai l'impression que je suis pas encore à la moitié de ce que je peux fournir comme travail, tu vois, par rapport à ouais, mes ambitions. Mais globalement, je suis content du travail que j'ai fait, enfin, des objectifs que j'ai réalisés. Et oh, toi, c'est du bien coup? ça. Ouais, c'est bien. Après, je rebondis sur des choses que tu dis. Toi, tu as noté les objectifs de départ, euh, mais tu les relis pas régulièrement. Mm. Euh, Ça, c'est quelque chose qui me chatouille, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce côté, ok, on se fixe un objectif et on sait très bien tous les deux que atteindre l'objectif, ça n'est pas qu'une ligne droite. Ça n'est pas qu'une ligne droite, c'est un peu sinueux. Et c'est sûr que plus tu regardes tes objectifs en permanence, plus tu as de chance, si tu passes à l'action, bien évidemment, tu as de chance d'avoir une ligne droite qui se dessine. Et si tu fixes ton objectif, mais que tu ne les relis pas régulièrement pour te les remémorer, en fonction de qui tu es, bah forcément, à un moment donné, le chemin va être sinueux parce que tu risques de te perdre ou de partir dans des chemins détournés qui, certainement, sont nécessaires, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Il n'y a pas Ouais. de voie royale, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de vérité vraie. Moi, ma façon de faire pour les objectifs, on va en parler après, c'est ma façon de fonctionner pour moi. Et en fait, elle est différente de la tienne. Euh, et je pense qu'au final, euh, j'en ai pas forcément fait beaucoup plus que toi. Euh, Moi, je suis vraiment du genre à écrire mes objectifs et les relire régulièrement tout au long de l'année. Euh, je les relis et le simple fait de les relire fait que je me remémore que je me suis engagé vis-à-vis de moi-même pour faire ci, faire ça, et que il faut que je passe à l'action, bien évidemment, pour réussir. Alors, bien évidemment, et ça fait, je vais dire, 7 ans que j'écris, même plus de 7 ans que j'écris mes objectifs chaque année, et même si je les relis, eh ben, j'en fais toujours trop. J'en fais toujours trop. J'en écris toujours trop. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin d'année, il y a toujours 20% qui est perdu. 20% qui est perdu, que je reporte sur l'année suivante ou que je me dis, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que ça n'était pas ma priorité, parce que je me suis mal organisé, ou c'est pas parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas vraiment, tu vois, au fond de moi. Après, des fois, c'est des trucs que tu veux vraiment, mais que, comme tu as voulu plein de choses en même temps, tu n'as pas pu faire. C'est le problème, ça. Quand tu veux tout faire en même temps, au final, tu fais rien ou Ouais. tu te perds en route. Et là, je vais rebondir pour faire un peu le bilan. Moi, j'ai mon papier. Hein. C'est un papier parce que c'est pour le podcast, mais sinon, j'ai mon calepin.
qui est là aussi, que je remplis tous les ans depuis 2016. Et, par exemple, toi, cette année, si je veux faire le bilan, en fonction de ce que j'avais prévu et de ce que j'ai accompli, je vais te dire qu'il y a 75% de ce que j'avais prévu est fait et 25% non fait. Et en fait, j'ai établi comment dire, des colonnes avec, par exemple, tu vois, j'ai fait une colonne autonomie, une colonne financier, une colonne professionnelle, une colonne sport, tu vois. Et en fait, il y a une colonne sur laquelle j'ai pas du tout atteint mes objectifs parce que je me suis concentré vraiment pleinement sur les autres. C'est la colonne professionnelle. J'avais vraiment prévu beaucoup plus que ce que je n'ai fait cette année. Alors, il y en a qui vont me dire, mais tu as déjà fait pas mal, c'est vrai. Mais tu vois, j'avais prévu de faire plus de stages chez moi. Ben, j'en ai pas fait autant que voulu. J'avais prévu aussi de faire un peu plus de vidéos YouTube. Eh ben, j'ai pas fait. Je voulais écrire un nouveau e-book de recettes. Je l'ai pas fait. Il a à peine commencé, tu vois. Et puis je voulais faire d'autres choses, type formation, et c'est pas fait. Tu vois, donc en fait, rien que dans la colonne pro, il y a énormément de choses que je n'ai pas fait. En revanche, si je fais le bilan, dans le terme autonomie, les trucs toi qui sont beaucoup plus personnels, au final, et les gens qui me connaissent, toi, sur YouTube, sur Insta, ou bien maintenant sur Spotify, sur le podcast, eh bien en fait, me connaissent que via le côté professionnel, tu vois, ou un peu sportif, parce que je partage ça au niveau pro sur les réseaux. Mais d'un point de vue autonomie, moi, j'ai des trucs qui me tenaient à cœur, c'était agrandir ma parcelle pour jardiner, tu vois. Donc j'ai agrandi ça, j'ai cultivé en plus, parce que je recherche un peu plus d'autonomie alimentaire. Toujours dans cette partie autonomie, je cherchais l'autonomie de l'alimentation et par la conservation. Donc j'ai pas mal bossé sur mes lactofermentations. Là, je passe un coucou à Yanis au préalable. Enfin, j'en profite. Donc voilà, ça c'était pour la partie autonomie. Donc j'ai agrandi mon jardin, j'ai cultivé dessus, j'ai travaillé sur mes lactofermentations que je mange quotidiennement. D'ailleurs, quand je partage des stories sur Insta, mes petits déj, il y a toujours des légumes lactofermentés. C'est moi qui les fais pour la plupart du temps. Ensuite, pareil, pour faire le bilan, et là on voit ceux qui ont la vidéo, on voit ma superbe épouse qui passe derrière, qui fait coucou. Sur le bilan financier, j'avais prévu, tu vois, dire ok, j'épargne tant par mois, ça me fait un bilan de temps sur l'année. Ben ça c'est fait, tu vois. J'avais visé une somme à mettre de côté, et pour moi, même si je me disais cette somme représente tant par mois, je ne me suis pas dit je vais me limiter à temps par mois. Si je peux plus, je peux plus, tu vois. Parce que je sais très bien, tu vois, là j'ai 42 ans, que plus tu mets de côté et plus tu commences jeune à investir, plus tu auras de retour sur investissement tôt, tu vois. Et ça, je me suis toujours aperçu. Et je me suis jamais privé de vivre, hein, tu vois. Mais je me suis privé de merde. Tu vois, en fait, je me suis épargné de la merde. Ça, c'est ça. Je ne me suis pas privé de vivre. Je me suis épargné de la merde. C'est surtout ça. Ce que les gens appellent le plaisir, toi, se défoncer la gueule, regarder de la merde à la télé, s'acheter une belle bagnole et tout ça pour la frime. J'en ai strictement rien à foutre. Et je les emmerde, ces gens, tu vois. Surtout s'ils viennent me juger. Donc, moi, j'ai mis de côté depuis le début, et c'est ce qui me permet de vivre maintenant correctement, sans forcément bosser 60, 80 heures par semaine, tu vois. Ouais. Moi, je vise pas 35 heures, quoi, tu vois. Je m'appuie pas là-dessus. J'ai pas un esprit employé, bosser jusqu'à 60 ans, attendre la retraite et faire mes... Non, non. Je bosse un max quand je suis jeune, quand j'ai de l'énergie, j'investis intelligemment. Voilà. Et donc, mon but, c'est toujours ça tous les ans. Donc, épargner et investir le plus tôt possible et autant que je peux, tout en vivant décemment. Donc, ça, c'est fait. Pro, ben, j'en ai parlé, hein, j'ai pas atteint tout ce que je voulais faire. En revanche, dans le pro, il y a des trucs qui sont intercalés, tu vois. Tu parlais du festival Potentiel Humain. Eh ben moi, j'ai eu l'énorme plaisir d'avoir été invité par Pierre Dufraisse pour que j'intervienne et que j'anime une conférence sur la nutrition de la performance. Là, franchement, c'est une énorme satisfaction, tu vois. Et d'un point de vue pro, c'est phénoménal. Ouais, bien sûr. C'était génial au passage. Eh ben, merci. D'ailleurs, tu étais là pour me filmer, quoi. Ouais, bien sûr. Et alors, je fais juste une petite parenthèse. Cette conférence, est-ce qu'elle sera...
Je sais que Pierre, il partage les conférences. Pierre Etchard, par exemple, il a sa conférence sur YouTube. Est-ce que toi, tu vas mettre ta conférence sur YouTube ou pas? Alors, Ce serait il cool quand même. faut que je recontacte Pierre pour lui demander. Et deux, je sais que tu as une partie de la conférence que tu avais filmée que j'ai toujours pas reçue, quoi. Il faut qu'on se Ah, voit. à cause Ouais, des échanges. parce que j'ai Mais je crois que je, un réseau de merde, moi, chez moi. je crois que le mieux, c'est que tu demandes à Pierre parce que ça a quand même été Ouais, réalisé par une équipe de tournage et ouais, je vais lui loin de demander. moi l'idée de croire que je suis aussi bon qu'eux, hein. J'ai essayé de faire au mieux, mais je pense que ce serait plus simple, ce sera plus sympa. Ah ouais. Donc je la partagerai, je lui demanderai de toute façon, et il faut que ce soit partagé, tu vois. Donc là, un grand honneur pour moi, donc d'un point de vue professionnel, c'était pas prévu, mais bam, c'est tombé. Pareil, au mois de septembre, j'ai été invité par David Nicolas du podcast Limitless Project pour animer une conférence, toujours sur la nutrition, nutrition de la vitalité cette fois. Et pareil, à chaque fois, les conférences, toi, c'est des trucs de 2 heures. Au final, il faut limite m'arrêter pour que j'arrête de parler. Et il me semble pas que les gens s'endorment quand je parle, tu vois. Ouais, bien Donc sûr. vraiment une grande satisfaction de ce côté-là. Et puis au-delà de ce côté pro très Purple Bell Kitchen nutrition, je le rappelle, hein, je suis naturopathe, je suis aussi réflexologue, je fais de la réflexologie plantaire, je suis professeur de réflexologie plantaire au centre de l'Ormez. Et ben aussi, on me sollicite pour des cours particuliers pour apprendre ou perfectionner la réflexologie plantaire. Donc ça, c'est aussi d'un point de vue pro, je ne l'avais pas mis dans mes objectifs, mais toi, les gens d'eux-mêmes me sollicitent. Ben voilà, je développe de ce côté-là parce que je sais que je suis très bon. Et c'est pas les chevilles qui enflent, c'est parce que je suis très bon là-dedans. Donc je suis très content. Et au passage, si un jour vous passez en Haute-Savoie et vous voulez une séance de réflexologie plantaire, essayez, appelez-moi et on prend un rendez-vous. Ou si vous voulez développer vos compétences de réflexologue, appelez-moi, je vous aiderai. Euh, je vous aiderai, quoi. Et puis pour finir sur le bilan, toujours, hein, je m'étais fixé de faire mon premier triathlon, de faire des stages de JJB, des compètes de jiu-jitsu brésilien. Et ben, tout ça, j'ai fait en fait. Au final, j'avais fixé un triathlon, j'en ai fait 2, plus un duathlon et un aquathlon. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et donc, du coup, ben, pour 2024, eh ben, on en parlera avec les objectifs d'après, ça va revenir. J'avais visé de tenir 4 minutes en apnée pendant 2023. Ben, pareil, je l'ai fait. Toi, je me suis fixé cet objectif. Je me suis entraîné tous les jours. J'ai atteint ça au mois de juillet. Et boum, voilà. Après, j'ai laissé un peu tomber, mais j'entretiens. Je suis plus à 4 minutes parce que c'est quelque chose, c'est comme tout, hein, c'est une compétence qui s'entretient. Mm. Donc voilà, voilà un petit peu pour faire le bilan en fonction des objectifs que je m'étais fixé en 2023. Donc pour l'équipe Purple Bell Kitchen, finalement, c'est un bilan un peu positif. Ah, Beaucoup positif. c'est carrément positif, surtout personnellement. Et je voulais redire, il y a une chose que je n'ai pas parlé, on en avait déjà parlé sur un précédent Naturocast. Je m'étais fixé comme objectif, c'était de passer un mois complet avec mes gosses cet été. Et Mm. je vais vous le rappeler, hein, c'était un des meilleurs mois que j'ai passé de ces 5 dernières années. Donc sans bosser, en décrochant des réseaux sociaux. Et ça, franchement, c'est une de mes plus grandes satisfactions de cette année et que je suis loin d'oublier. Voilà. Mais vraiment, c'est vraiment très positif comme année, même si, je le rappelle, hein, d'un point de vue professionnel, je suis très loin de ce que je voulais faire. Mais on reste sur une note positive. Génial. Alors, du coup, avant de parler de nos objectifs 2024, j'aimerais bien parler du processus de mise en place des objectifs, pourquoi, comment faire, et de parler des principes de tout ça pour que ce soit un peu, pour que les gens puissent transposer ça pour eux, pour qu'on essaye d'apporter quelque chose, pour qu'on essaye de leur apporter quelque chose. Mmh. Parce que, comme dit, enfin, c'est bien beau de parler de nos objectifs, et moi ça me fait plaisir d'entendre ton bilan, etc., et de parler du mien. Mais j'aime quand même que ce soit transposable en fait pour les gens. Bah, bien sûr. Donc si tu devais, si maintenant, je sais pas, si tu devais apprendre à un de tes enfants, qui est un peu plus jeune, on va dire, comment mettre en place des objectifs? Comment arriver à l'endroit où est-ce qu'il veut aller? Qu'est-ce que tu lui dirais? Comment tu lui Déjà, apprendrais? comment je lui apprendrais à un enfant, c'est vrai, tu as tout à fait ta pédagogie, elle est vraiment très bonne, tu vois. Se dire, OK, on parle aux gens comme à des enfants, mais en fait, parce que quand on parle à des enfants, on le fait de manière simple pour qu'ils comprennent bien. Ben déjà, pour leur enseigner ça, je leur poserai la question. Qu'est-ce que tu veux
qu'est-ce que tu aimerais faire l'année prochaine, qui te tient vraiment à cœur. Déjà, tu vois. C'est ça, c'est vouloir, Ouais. mais vraiment qui te tient vraiment à cœur. En fait, c'est le désir Mm. profond. On rejoint, je crois que c'est dans Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, où il te parle vraiment de désir profond pour atteindre ses objectifs. Alors c'est dans Réfléchissez et devenez riche ou Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Bref, c'est ce désir profond. Donc je lui dirais, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine qui te tient vraiment à cœur? Et si tu n'avais que ça à faire, aussi simple que ça. Et tu vois, l'autre fois, on a eu une conversation justement avec mes gamins. Donc ils ont 12 ans et demi, hein, je le rappelle, au moment où on parle. Et c'était pas par rapport à l'objectif l'année à venir, c'était si dans ta vie tu avais déjà tout payé, qu'est-ce que tu ferais quotidiennement? Tu vois, on parle avec cette notion de recherche de métier passion, tu vois, qu'est-ce que tu veux vraiment faire pleinement dans ta vie? Ça c'est important, ça, tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce que je ferais tous les jours de ma vie si j'avais pas besoin de penser à l'argent, à la maison, de remplir le frigo. Qu'est-ce que tu ferais vraiment? Ça, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. C'est vraiment l'essence même de ce que tu as en toi. Ok, ça me parle. Ouais. Toi, tu dirais quoi, toi? Alors moi j'aime bien définir la vision, ce que tu as envie vers quoi tu as envie d'aller. Et puis je sais qu'il y a des gens qui savent pas où ils veulent aller. Et je sais pas chez qui j'ai vu ça, mais tu sais, tu as la vision, l'antivision. Et en gros, définis un des deux en premier, ou l'antivision, en fait, le négatif, c'est aussi puissant parce que ça te pousse à ne pas y aller, quoi. Donc quand tu mets sur papier ce vers quoi tu n'as absolument pas envie d'aller, ce à qui tu n'as pas du tout envie de ressembler, et ben forcément, bah, tu sais que tu vas aller à l'opposé, quoi. Et du Ouais. coup, cette antivision, elle est hyper puissante. Je Tu mets trouve tes donc. barrières. Tu mets tes Ouais, barrières, tu mets tes limites là où tu veux pas aller. Et ça ouais. te recadre aussi. J'avais écrit, je m'étais amusé une fois à écrire un texte sur la mort. Et en gros, la définition, c'était enfin, la conclusion, c'était ce pourquoi vous êtes prêt à mourir, et ben, c'est finalement votre sens de la vie, quoi. Tu vois un peu le truc? C'est un peu la vision, l'antivision. Et du coup, ouais, déjà mettre en place, essayer de chercher, essayer de trouver ça, quoi. Ce vers quoi vous avez vraiment envie de tendre, et puis ensuite, de là découlera les objectifs. Et ces objectifs-là, eh ben, ils seront beaucoup plus facilement atteignables puisqu'il y a, comment dire, il y a une énergie de fond en fait qui vous pousse et voilà. J'aime bien aussi utiliser la métaphore avec l'architecte et l'ouvrier. Tu vois, pour définition d'objectif, il y a l'architecte qui va planifier, qui va visualiser, qui va dessiner, qui va faire un plan, etc. Et puis ensuite, il y a l'ouvrier qui va venir faire le plan, quoi. Construire, faire les actions, réaliser en fait le plan. Et du coup, j'aime bien aussi utiliser ça. Donc il y a une partie planification, partie architecte, et il y a une partie faire qui est du côté de l'ouvrier, quoi. Donc voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je pense qu'on a on a tous nos façons de voir les choses et les choses qui nous stimulent aussi, tu vois. Euh, mais quelque chose que je tiens à rappeler à celles et ceux qui nous écoutent, quoi, c'est que très souvent, j'entends dire ah ben l'année elle est passée vite, tu vois. Ah puis j'ai pas vu l'année passer. Et au final, tu poses la question mais qu'est-ce que t'as fait de qu'est-ce que t'as fait de neuf? Est-ce que où en es-tu? Et en fait, les gens disent c'est passé vite, mais ils sont au même endroit que l'année dernière. Et en fait, ils ont 50 ans des fois, et ils sont même au même point que quand ils en avaient 30, quoi, tu vois. Ouais. Et si des fois, on ne se sort pas les doigts du cul juste en se définissant des objectifs vers quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, ou quelque chose qu'on a envie d'atteindre,
Et en fait, on fera toujours du surplace. Et en fait, les années passeront, on va vieillir, on croit que parce qu'on a tel âge, on est sage ou parce qu'on a plus de maturité et tout. Moi, je dis mon cul. Mon cul. Ouais, vraiment. Donc, moi, ma façon de. Toi, au-delà du côté, comme tu m'as posé la question avant, comment je le dirais à mes enfants, après, parce que je m'adresse souvent à des adultes, ça va être vraiment la méthode que j'utilise, qui découle vraiment du bouquin Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Hein. C'est déjà, dans un premier temps, établir une liste d'au moins 40 choses que tu veux voir, posséder, atteindre, obtenir, enfin voilà, une liste de 40 choses dans un premier temps. Et tu vas voir que c'est difficile d'avoir une liste de 40 choses. Et je ne dis pas de faire ça en 5 minutes, tu vois. Ça peut te prendre une semaine, un mois, si possible. Et puis, toi, ça peut te prendre peut-être toute ton année pour dire, OK, qu'est-ce que j'aimerais vraiment dans la vie? Une liste de 40 choses. Au moins, si c'est 60, c'est 60, c'est très bien. Mais tu vas voir que déjà, quand tu arriveras à 8, déjà, tu te diras, putain, merde, qu'est-ce que je veux vraiment, quoi. Parce qu'en fait, quand tu vas faire cette liste, déjà, tu as tes propres barrières qui vont se mettre en place. Par exemple, tu vois, tu vas te dire, OK, dans mes objectifs, ah bah tiens, je veux voir, je veux aller en Nouvelle-Zélande. Tout de suite, quand tu vas te mettre ça en tête, les premiers vont se dire, non mais attends, ça coûte un bras, j'ai pas le temps, j'ai les gamins et tout. Donc déjà, ils vont pas le mettre, ou ils vont déjà le barrer, tu vois. Mais là, je te dis d'établir ces listes sans ces barrières, tu vois. Qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, en pensant à toi tout seul, en petit égoïste de base. Alors c'est de l'égoïsme, moi j'appelle pas ça de l'égoïsme, hein. J'appelle ça déjà prendre soin de soi. Donc tu fais déjà cette liste. Une fois que tu as fait cette liste, tu vas établir une priorité en temps. Une priorité en temps sur tu vas répartir ces 40 objectifs en 4 colonnes. Une colonne 1 an, une colonne 3 ans, une colonne 5 ans, une colonne 10 ans. Alors là, j'invite tout le monde à bien écouter parce qu'en fait, ce que je vous décris là, il y a des gens qui me payent pour que je leur explique ça. Un an, 3 ans, 5 ans, 10 an, ans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et en fait, sur tes 40 objectifs, ta liste de 40 souhaits, désirs, je préfère parler de désirs, eh bien en fait, tu vas le répartir en fonction du délai sous lequel tu veux l'atteindre. Tu vois? Donc déjà, tu vas te dire, et il faut que ce soit réparti quand même assez équitablement. Donc c'est-à-dire que si tu as fait une liste de 40, il faudrait que tu aies 10 objectifs par colonne. Ensuite, tu vas prendre chaque colonne, donc 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et tu vas diviser en sous-groupes. Par exemple, dans des objectifs à 1 an, quels sont ceux qui sont des objectifs principaux et en dessous des objectifs secondaires. Donc ça devrait être réparti équitablement. Alors toi, si c'est 4 et 6 ou 4 et 6, ça va. Si c'est 7 et 3, tu peux te dire c'est déséquilibré. Pourquoi c'est déséquilibré? Parce que si c'est 7 qui sont principaux, en objectifs principaux dans un an, tu vas dire, attends, ça va quand même être une sacrée charge de travail. Tu vois? Et si tu en as 7 en secondaire, tu vas te dire qu'au final, c'est peut-être pas si important à atteindre dans un an. Tu vois? C'est ça aussi, tu vois, c'est qu'est-ce que ça revêt comme importance. Et tu vas voir que dans ce processus, déjà, d'établir ces objectifs, tu verras que sur ta liste de 40, petit à petit, de toi-même, tu vas en enlever. Parce que tu vas te dire, quand tu vas dire, OK, quelle importance ça revêt pour moi, en fait, tu dis non, mais en fait, là, ça ne m'importe, c'est pas vraiment, c'est plus une lubie, tu vois. Ouais. C'est plus parce que, tiens, j'ai vu à télé, lui, il a fait ça, ou sur les réseaux, lui, il a fait ça, il est allé là, donc je veux aller là. En fait, tu vas dire, non, en fait, ça m'importe pas vraiment. Parce qu'en fait, plus tu vas répartir ça sur ta liste d'objectifs et que tu vas commencer à quantifier le temps qu'il va te falloir pour le faire, ou que tu te mets en termes de priorité, tu vas te dire, non, mais attends, à un moment donné, il va falloir que je passe à l'action. Tu vois? Et en fait, si ça ne t'importe pas vraiment, tu ne passeras pas à l'action, tu vois. Ou tu vas tout mettre dans la colonne de 10 ans, tu vois. Mais en fait, si tu te rends compte que sur tes 40 objectifs, en fait, tu en as 25 dans 10 ans et 1 pour l'année prochaine, alors c'est bien d'en avoir un, comme ça tu te concentres au max, mais ça veut dire que dans 10 ans, tu vas te retrouver à plein de trucs, à avoir plein de choses à faire, sachant que les objectifs à atteindre dans 10 ans, ça se travaille maintenant. Ça se travaille maintenant. Voilà en gros comment moi je travaille pour les objectifs. Avec les gens qui me demandent, qui me sollicitent. Alors là, on ne parle pas de trucs nutrition, vraiment, je parle de coaching
coach, ce n'est pas du coaching mental, mais toi, coaching Ouais, bien stratégique, sûr. coaching de vie pour l'atteinte d'objectifs. C'est ce que je fais pour moi. Et je vais te dire que je fais ça depuis 2016 et que même s'il y a certaines choses que j'applique, que je ne respecte pas forcément dans mon année, je vais te dire qu'il y a quand même 80% des choses que j'accomplis. Et donc, comme je les accomplis, ça veut dire que je suis passé à l'action, je mets en place des choses. Et qu'en fait, chaque nouvelle année, même si elle passe vite, je sais que j'ai avancé. Je suis sur une marche supérieure. Parce que moi, je ne compte pas rester sur un tapis roulant plat, tu vois. Moi, je suis sur un escalier, une rampe de lancement. Je suis sur ma rampe de lancement et je me la crée. Ouais. Et les gens qui appliquent ces stratégies se créent leur rampe de lancement. Ils avancent. Ouais, ça me parle beaucoup, ça, parce que j'ai beaucoup bossé en usine, en intérimaire, etc. Et puis j'ai rencontré beaucoup de personnes, tu vois, qui, en discutant avec eux, en fait, des personnes plus âgées, proches de la retraite ou pas forcément, en leur posant des questions, etc. Moi, j'aime bien discuter et puis savoir ce qui anime vraiment les gens au fond, tu vois. Puis en leur posant vraiment des questions, ils disaient, ouais, franchement, fais pas comme moi, reste pas, fais pas ta carrière en usine et à attendre la retraite, tu vois. Fais vraiment ce qui te passionne. Et du coup, bah, c'est un peu des leçons. J'aime bien discuter avec les anciens un peu parce que ça te donne des leçons, etc. Tu vois, ce genre de leçons qui pour toi sont utiles en tant que jeune. Ça me fait penser à, tu vois, la perte de valeur et d'intérêt, et de sens, etc. Je pense qu'à l'époque, bah, il y avait pas tout qui était rose, mais je veux dire, on écoutait beaucoup plus les anciens, ou en tout cas, on essayait de prendre les bons conseils, tu vois. C'est vrai. Après, voilà, je remets quand j'écoute ce que tu dis et moi ce que je dis, il faut tout remettre en perspective, bien évidemment, parce que beaucoup de gens pourront nous dire, oui, mais faites ce que tu dis, c'est pas forcément faisable quand tu as une famille. Toi, tu parlais de vivre de sa passion. Faut-il encore connaître sa passion? Et puis la passion, elle rapporte pas grand-chose au début, toi souvent, et puis même des Mm. fois, elle rapporte jamais rien. Et quand tu as une famille, il faut que tu subviennes aux besoins. Tu Non, vois, mais tu bien as un sûr, loyer, même tout seul, quand tu as un loyer à payer, tu dois payer ta ouais, bouffe et tout. c'est pas ce qu'on dit de Ah non, tout arrêter et il faut y aller intelligemment, tu vois. Comment est-ce que tu peux exactement. commencer? Comment est-ce que tu peux faire un petit pas vers ce changement-là, etc. Il s'agit pas de dire fuck tout le monde, je vous emmerde, je me casse. C'est pas ça qu'on dit. Mais Jordan Peterson, il parle bien de ça. Il y a une journaliste alors Jordan Peterson, c'est un psychologue canadien. Comment le décrire? C'est un psychologue canadien que j'aime beaucoup. Moi, c'est un clinicien et il est beaucoup. Il peut être catégorisé comme conservateur un peu, je pense. Ouais, Ah je sais oui. pas. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit parce que c'est du bon sens. Et en fait, il y a une journaliste qui essaie de la piéger en disant ouais. Oui, ce que vous dites, faut que les gens trouvent ce qu'ils aiment et qu'ils vivent de ce qu'ils aiment. Mais du coup, comment ils font les gens qui ont une famille, qui ont des gros trucs? Il dit bah là, c'est pas du tout ce que j'ai dit, tu vois. Il a dit que, en gros, faut y aller intelligemment, faut pas être débile. Il faut y aller petit à petit et justement poser des objectifs. Ok, dans 5 ans maintenant, c'est sûr que je veux plus faire ça parce que je suis plus épanoui, etc. Comment est-ce que dans ces 5 ans, dans cette année qui arrive, dans les 3 prochaines années, pour que dans 5 ans, je quitte ce que je veux faire, qu'est-ce que je mets en place en fait pour y réussir? Etc. Tu vois, c'est là où l'importance de la mise en place d'objectifs et de croire un peu en soi, de se donner les moyens, intervient, quoi. Moi, déjà, je rebondis là-dessus. Déjà, j'adore Jordan Peterson. Ça Je m'aurait étonné. kiffe vraiment. Ensuite, et bien évidemment, c'est aussi pour ça qu'on met en place des stratégies. Tout le monde aimerait vivre de sa passion, tu vois, de faire son métier passion et autres. Mais bien sûr, on a des situations tous très individuelles. On a une famille, on a des crédits remboursés et autres. Ben, comme tu l'as dit, avec intelligence et stratégiquement, on fait en fonction de nos propres capacités du moment, bien évidemment. Mais est-ce que parce qu'on est-ce que parce qu'on a une famille et un crédit, on est obligé de vivre comme un employé toute sa vie jusqu'à la retraite? Non, j'ai envie de dire que non, tu vois.
Mais bien évidemment, il y a certains changements qui ne peuvent pas être radicaux. Parce que forcément, on a des responsabilités. Donc, il faut bien évidemment réfléchir. C'est pas parce que tu as envie du jour au lendemain d'être champion du monde de boxe thaïlandaise que tu te dis, OK, je plaque tout le monde, je pars en Thaïlande dans un camp, m'entraîner tous les jours et tout. Ouais, mais si tu fais ça, qu'est-ce qui va te rentrer comme argent? Qu'est-ce qui va payer à manger à ta femme et tes gamins? À part si ils t'accompagnent en Thaïlande où ça coûtera moins cher. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tout le monde Ouais, reste bien au sûr. pays, c'est pas tenable, ça. C'est pas quelque chose qui est envisageable. Peut-être pas. Hein, tu vois. Après, il y a des gens qui peuvent peut-être y arriver, bien évidemment. Hein. Je dis pas. Moi, je dis qu'il n'y a pas de limite non plus sur cette planète. Hein. Il n'y a que les limites qu'on s'impose hein, qui sont vraies. Mais oui, tout doit être fait en bonne intelligence. Moi, je suis d'accord avec toi. Et après, je vais rebondir sur quelque chose que j'ai dit. Toute cette stratégie, cette façon de mettre en place déjà les objectifs sur le papier, ça n'est que du papier. Parce qu'au final, tu as beau avoir les plus beaux papiers, les plus beaux plans du monde, tant que ça ne reste qu'une idée, il se produira. Parce qu'en fait, sans action, rien ne se produira. Parce que là, ce que j'ai décrit, ça n'est que le début du processus. C'est dire, OK, qu'est-ce que je veux et quand je le veux. Après, il faut se dire aussi, qu'est-ce que je mets en place comme stratégie sur le papier. Donc, si je veux, par exemple, avoir 10 000 euros sur mon compte en banque à la fin 2024, alors que je pars de zéro, ça veut dire qu'il va falloir que je mette 1000 euros, quasiment, allez, vas-y, 900 euros, 850 euros par mois de côté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'épargne, il faut déjà que je crée cette richesse tous les mois et que je puisse la mettre de côté, en sachant qu'à côté, je dois manger, vivre, satisfaire aux besoins certainement de la famille ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses. Donc, quelle stratégie je mets en place pour avoir cet argent? Dire, OK, il faut que soit je fasse des heures sup, soit il faut que je fasse un deuxième boulot, soit il faut que je crée quelque chose en ligne pour faire ça. Et ensuite, de l'autre côté, il faut aussi que je vais au moins sortir au resto. Bien, le resto, OK, c'est une fois par mois seulement, ou une fois par trimestre, ou peut-être 0 fois de l'année. C'est des choses comme ça aussi. Et ensuite, c'est passer à l'action. Une fois que tu sais que tu as des choses à mettre en place pour atteindre ton objectif, c'est passe à l'action. Tu sais que tu veux faire des heures sup, et bien déjà, si tu ne dis pas à ton patron que tu es prêt à faire des heures sup, il te les proposera jamais, tu vois. Ouais. Ça commence par là. Ça commence par là. Si tu dis, OK, je veux gagner plus et je sais qu'il faut que je fasse un deuxième boulot, si déjà tu passes pas à l'action de rechercher ce deuxième boulot, il n'y a rien qui se passera. L'argent va pas se créer tout seul, quoi. Tout résultat réside dans l'action. C'est ça Oui, qui est vraiment très c'est le important. moteur, bien sûr. C'est le moteur. Et C'est c'est vrai moteur. que Si moi, j'ai pas atteint mes objectifs, par exemple, de créer un e-book de recettes cette année, c'est parce que je l'ai pas fait, quoi. Mais sur le papier, il est là. Il est sur mon papier. Il est OK pour telle date, machin et tout. Mais je n'ai pas fait. Point. Je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Je ouais, vais bien pas sûr. dire oui, mais c'est parce que je me suis occupé des enfants, donc j'avais pas le temps. Ou non, mais le soir, quand je rentre chez moi, je suis fatigué, j'ai envie de me divertir et de regarder Netflix. Bullshit, quoi. Excuse de merde. Excuse de merde. Tu le veux vraiment, tu le fais. Tu le fais, peu importe l'heure, peu importe qui vient te réveiller, peu importe qui t'es fatigué, tu le veux vraiment, tu le fais, quoi. Et c'est encore mieux Et, si en plus c'est planifié dans ton agenda, quoi. Tu prends rendez-vous avec toi-même pour passer à l'action. bien sûr. Et c'est là où j'ai envie de rebondir parce que c'est toute la philosophie enfin, c'est toute ma philosophie à moi, c'est que la santé est un moyen et pas un but, et c'est un moyen justement Amen. d'avoir toutes les ressources nécessaires pour t'accompagner dans ta réalisation d'objectifs. En fait, c'est pas un but parce que si c'est un but, tu t'enfermes dans une prison dorée, et tu sors plus en fait. Tu restes dans ta prison dorée et ah non, ça c'est pas bon pour la santé, ah ça c'est bon, ok, c'est bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et la santé pour moi, le meilleur moyen de t'accompagner dans tout ce que tu veux faire sur cette terre, quoi. Donc venez nous consulter pour, Venez nous pour avoir une consulter bonne base. d'ailleurs. Il y aura le lien pour nous consulter en dessous de la vidéo, ceux qui nous regardent sur YouTube. Et sur Spotify, je mettrai aussi un lien en dessous. N'hésitez vraiment pas, on est là pour ça. On parlera santé, bien évidemment, rééquilibrage alimentaire, mais aussi on peut parler de toutes ces définitions d'objectifs. Vous avez bien entendu comment on fonctionne. Si on peut vous aider, ce sera avec plaisir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup,
qui me parle à moi parce que moi j'ai tendance à être un peu perfectionniste et du coup j'ai tendance à écrire le plan 15 fois pour qu'il soit parfait. Au final, il est jamais parfait, donc j'ai du mal à rentrer dans l'action. Et il y a un peu cette phrase que je me suis dite, c'est vaut mieux mal faire que bien penser. Et ça, une action mal faite, ce sera toujours mieux qu'une action pas faite du tout, en fait. Et donc, je sais pas si toi t'es dans ce même cas de figure que moi, mais moi je sais que j'ai du mal à me lancer parce que j'ai tout de suite envie que ce soit parfait, quoi. Ah ben, on est beaucoup comme ça. On est beaucoup comme ça, tu vois. Mais en fait, tu sais pourquoi? C'est parce que je pense que dans notre culture française, euh, l'échec est vu comme définitif. Tu te C'est vrai. plantes, t'es mauvais. Tu te plantes, t'es mauvais. Et si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, bien que je sois pas non plus un pro-américain au fond de mon cœur, quoi, on peut quand même constater que l'échec pourrait être valorisé puisqu'on se dit, et c'est ce qu'on dit en jiu-jitsu brésilien en compétition. Si je perds, je ne perds pas, j'apprends. Quand je perds, j'apprends, tu vois. Et en fait, on a beau le dire, mais on n'a pas été éduqué comme ça. On n'a pas été Est-ce, éduqué comme ça, et ça, c'est dommageable, ça. est-ce que tu as une stratégie, toi, à part te dire perdre, en perdant, j'apprends, est-ce que tu as une stratégie pour valoriser l'échec? Pour Ou alors, valoriser en les tout cas, c'est une question ouverte, à laquelle j'ai aucune réponse. Comment est-ce qu'on pourrait valoriser un échec chez l'enfant? Tu vois, lui dire que c'est bien, t'as échoué, mais t'as essayé, etc. Tu vois ce que je veux Eh dire? ben, alors chez l'enfant, ça va être, enfin, je veux dire, on est tous différents, et puis les niveaux de compréhension au niveau des enfants, c'est tout à fait différent, et ça dépend quel âge aussi. C'est une question ouverte, hein, j'ai Ouais. aucune réponse. Moi, j'ai pas envie de te répondre en disant à un enfant, mais un Ou un adulte, adulte? je lui dirais, lis le bouquin Responsabilité absolue de Jocko Willink. Ok. Jocko, I'm with you. Euh, de Jocko Willink. Responsabilité absolue. C'est-à-dire que tu échoues, tu en prends la pleine responsabilité. Déjà. C'est déjà ne pas se dire, c'est pas de ma faute, il faisait trop froid, j'étais blessé, j'ai pas dormi. Non, j'ai échoué, j'ai échoué. Tu acceptes. Et parce que tu acceptes déjà, tu vas avoir une autre vision de ton échec, qui au final, l'échec, c'est juste le mot pour caractériser un fait, tu vois, Hmm. et avec une connotation négative. Mais déjà, c'est l'accepter, prendre la pleine responsabilité. Et ensuite, ça, c'est être adulte. C'est commencer par être adulte. Accepter sa propre responsabilité. Et ensuite, c'est analyser son échec. Si on prend un exemple dans le jiu-jitsu brésilien, mais toi, ok, j'ai perdu sur mon combat, mon échange sur le tatami. Pourquoi? Eh bien, alors je rappelle, on est toujours très mauvais pour s'auto-analyser. Donc, c'est bien aussi de se faire accompagner quand on a un coach ou un ami ou un mentor ou autre, hein, dans tous les domaines. Mais est-ce que quand j'ai combattu, je me suis senti peut-être avec le grip qui a fatigué? Est-ce que je me suis senti au niveau cardio à la ramasse très rapidement par rapport à mon adversaire? Est-ce que dans certaines situations, eh bien, par exemple, techniquement, je ne savais plus quoi faire? Tu vois, c'est important de se poser ces questions, de les noter. Et donc ensuite, pour t'améliorer là-dessus, tu te dis, ok, j'ai vu que dans telle situation, ben, j'avais tout ça qui n'allait pas. Par quoi je commence? Au moins par un des points qui n'allait pas, tu vois. Qu'est-ce qui est apparu en premier? C'était mon grip. Donc peut-être que je vais renforcer mon grip. Ah non, c'était mon cardio. Peut-être qu'il faut que je travaille plus sur mon cardio. Ah non, c'était ma technique. Il va peut-être falloir que j'aille m'entraîner un peu plus. Tu vois? Ce qui fait que la fois suivante, tu auras foncièrement progressé, puisque tu as analysé les raisons de ton échec et tu es passé à l'action. Tu es Hmm. passé à l'action pour corriger au moins un de ces faits. Et même si ce n'est pas corrigé entièrement, parce que rien ne sera jamais corrigé entièrement, tu seras sur la voie de la progression et non pas de la stagnation, voire de la régression. Parce que déjà, ne pas corriger une faute une faute que tu as commise, c'est régresser pour moi. Parce que tu t'es rendu compte que tu faisais ça, mais tu ne fais rien pour le corriger. Donc, c'est-à-dire que tu es encore plus mauvais que ce que tu n'étais, quoi, tu vois. Ok. Ça me parle et j'ai envie de rajouter une notion là, tu sais, on parle tout le temps de feedback, où tu regardes un peu en arrière, genre merde, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je,
Et tu sais, je t'avais parlé d'Alain Cardon et de la Hmm. formation en coaching, en coaching systémique, etc. Et lui, il parle beaucoup de feed forward et de feed forward, donc de la prochaine fois, qu'est-ce que je fais de différent? Tu vois, comment est-ce que je prends mieux en compte ça, etc. Et ça me fait penser à une vidéo ah putain, je sais plus comment il s'appelle, de Gracie, où il disait que, en fait, dans le Jiu-Jitsu, lui, ce qu'il aime beaucoup, beaucoup, c'est aussi cette notion de feed forward, tu vois, non, de falling forward, de tomber en avant. Donc, en gros, tu tombes en avant, et dans cette chute, en fait, tu vas réfléchir à comment t'adapter, etc., tu vois. Ça me parle beaucoup tout ça, et donc, ouais, les feed forward, qu'est-ce que tu fais de différent la prochaine fois? Et toi, du coup, l'année prochaine, qu'est-ce que tu fais de différent par rapport à cette année pour suivre tes objectifs? Moi, l'année prochaine, je vais, pour faire différemment des années précédentes, c'est que je vais me fixer moins d'objectifs. J'en ai toujours plein, hein, tu vois, j'ai vraiment respecté ce que moi je prône, je le fais pour moi, tu vois, c'est des trucs 1, 3, 5, 10 ans. Et en fait, ça rythme mon quotidien. Parce qu'en fait, j'agence mes journées en fonction de mes objectifs dans 10 ans et de 1 an et 3 ans et 5 ans également, tu vois, parce que chaque chose du quotidien, c'est une brique en plus pour là-bas. Mais je vais réduire un petit peu la voilure parce que je me suis aperçu, tu vois, comme d'un point de vue professionnel, eh ben, j'en avais mis trop par rapport à d'autres sujets. Donc, je vais réduire un petit peu ces objectifs, me concentrer sur des choses qui me tiennent vraiment à cœur, ou bien des petites lubies passagères aussi, hein, parce que des fois, on a envie de faire des choses parce que on dit, tiens, j'ai jamais fait ça de ma vie et j'aimerais le faire et me donner 1 an pour le faire, tu vois, me focaliser dessus. Donc, voilà, moins d'objectifs, même me concentrer plus dessus. Et c'est un truc tout con, par exemple, tu vois, pour dans 1 an, j'aimerais pouvoir tenir 30 secondes en handstand. Parce que j'ai jamais su tenir sur les mains plus de 5 secondes, quoi, tu vois. J'aimerais tenir 30 secondes. Donc ça, c'est un objectif. Et donc au moins 30 secondes, ça c'est un des trucs vraiment tout con, physique. Et après, ça va être des objectifs secondaires, tu vois, comme refaire du triathlon. Ça, c'est un objectif secondaire parce que je sais que j'ai déjà fait, c'était l'année dernière, enfin cette année-là, mon objectif principal. J'ai déjà fait, j'ai pris du plaisir. Je sais que je vais le refaire, mais ça va pas être mon objectif principal. Tu Ouais. vois, je vais m'entraîner naturellement. Mon rythme de vie, je sais que il faut faire en fonction, bien sûr, de qui on est, tu vois. Mon rythme de vie fait que naturellement, je vais m'entraîner pour le faire. J'ai déjà repéré les dates auxquelles il y a des triathlons que j'ai envie de faire. Je me suis inscrit et voilà. Mais en objectif sur lequel me concentrer pleinement, ça va être vraiment cette histoire de handstand. Donc après, c'est d'un point de vue stratégique. Tu peux te dire, putain, mais comment tu vas faire? Je Ouais. sais très bien, déjà, le handstand, d'un point de vue ostéo-articulaire, c'est aussi beaucoup de mobilité sur les poignets, l'impact sur les coudes, les épaules. Voilà, ça va me forcer à travailler toute cette mobilité, stretching, renforcement, tu vois. C'est un exemple. Mais je me suis pas Ok. fixé faire 15 000 compétitions, le handstand, faire des human flag. Ça viendra comme ça viendra. Le reste, ce sera pas un objectif principal. Je reviendrai à cet objectif. Ok, tiens, je vais me mettre sur 1 an, je vais faire le handstand. Qu'est-ce que ça va me faire gagner dans la vie? J'en sais rien pour le moment, tu vois. Mais ça va moduler mon entraînement. Ça va moduler mon entraînement. Et donc, du coup, je sais que je vais rencontrer des difficultés, peut-être des blessures, des tendinites, des choses qui vont faire que je vais devoir m'adapter. Et en fait, ce que je recherche n'est plus ni moins, tu vois, c'est ça. C'est comment m'adapter face à l'adversité. On recherche ça, tu vois. Comment Mm. progresser? Tu progresses pas dans la facilité, tu progresses dans l'adversité. Ah, il y a le fiston avec le bonnet de Noël qui passe derrière moi. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Finalement, on peut tout ranger sur une pyramide où en haut, tu as le résultat, au milieu, tu as le moyen, et en dessous, tu as l'identité, la personne que tu es. Et souvent, les gens, à Nouvel An, en plus, ça va être la période là, ils font des bonnes résolutions et ils parlent juste du résultat qu'ils veulent. Ouais, je veux faire du sport, ouais, je veux arrêter de fumer, ouais, je veux perdre du poids, etc. Mais en aucun cas, ils vont parler des moyens qu'ils vont mettre en place pour y arriver, et encore moins, ils parlent de l'identité de la personne qu'ils veulent être, et de la personne qu'ils veulent refléter une fois qu'ils auront atteint cet objectif-là, tu vois.
Et je trouve que dans ce sens-là, si tu fais que les, si tu parles que des résultats que tu veux, sans t'intéresser au reste, c'est là où ça devient, un peu bancal, quoi, Ouais. caduc. Ouais. Et toi, là, 2024, t'as un objectif que tu as envie de nous partager? Euh, J'ai envie d'envoyer la sauce sur YouTube. J'ai plein, je sais que c'est prévu. Et j'ai pas trop envie j'ai pas envie d'en parler non plus parce que, enfin, Oui, je comprends. souvent, tu vois ce que je veux dire, pas trop parler et surtout et faire. Mais je sais que j'aimerais bien, parce que je sais que j'ai plein de choses à dire et j'ai une approche qui me plaît bien. Et puis en discutant avec les gens autour de moi, ils aiment bien discuter avec moi de tout ça parce que j'essaye d'apporter un truc. Et du coup, j'ai envie de l'apporter au plus de gens possible. Et donc, YouTube, j'ai envie de développer ça avec les cours de naturo et d'ostéo, quoi. Mais j'ai envie de créer du contenu. Voilà. Et on va Excellent. faire ça Je ne peux ensemble. que t'appuyer. Mais oui, mais je ne peux que t'appuyer dans ta démarche, Nico. Nico, je pense qu'on a quand même beaucoup parlé là. Ça fait plus de 50 minutes qu'on parle de nous en fait. Hein, mais en fait, alors, les gens qui nous écoutent savent très bien que ce qu'on dit, ça leur bénéficie, tu vois, dans la mise en place de stratégies, comment établir une. Julien, je t'entends plus du tout. Ça a coupé. Ah, T'es toujours là? ça bug un peu. Ouais, ok, ça va? Ouais, c'est bon. Ouais, vas-y. Ah, ok. Alors, du Ouais, coup, ce que je te propose maintenant, c'est de répondre aux questions de nos bien internautes, parce que sûr. lors du dernier Naturocast, et comme on le fait à chaque épisode, hein, on vous propose de nous poser vos questions, donc dans le lien commentaire en dessous. Et là, on a François qui nous a posé deux questions. Une qui est plus dirigée vers moi, et je vais y répondre tout de suite, c'est que je parle de l'iridologie. Alors, on ne va pas parler de l'histoire de l'iridologie, ça ne va pas durer 15 jours. Hein. L'iridologie, c'est une de mes pratiques, une de mes spécialités que j'ai appris pendant ma formation en naturopathie. Iridologie, ça veut dire lecture de l'iris. L'iris, pour rappel, c'est la partie colorée à l'intérieur de l'œil. Donc on dit souvent, bah, tiens, j'ai les yeux bleus, j'ai les yeux verts, j'ai les yeux marrons, bref. Donc c'est la lecture de ces iris. Et qu'est-ce que je lis dans ces iris? Eh ben, je ne fais pas de la cartomancie. C'est-à-dire que cette partie colorée est connectée au système nerveux donc de notre organisme. Et comme on a tous vu, tu sais, une cartographie des pieds, moi je fais de la réflexologie plantaire, où on te dit, bah, tiens, telle zone du pied correspond à telle zone du corps. Mais en fait, dans les yeux, il y aurait, parce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de consensus scientifique qui te dit que c'est vrai, hein, l'iridologie, hein, que c'est. Mais cette connexion au système nerveux laisse à penser que, au niveau des yeux, la partie colorée de l'œil, on pourrait lire des choses dont tu hérites, des choses qui se sont passées déjà dans ton organisme, des choses qui sont en train de se mettre en place. On peut voir tout ce qui est prédisposition dont tu hérites de tes parents, donc tu vois, il y a ce côté génétique. Comment on fait pour lire ça? Comment je fais pour lire ça? Bien sûr, j'ai une formation quand même de plusieurs dizaines d'heures et j'ai plus d'un millier de personnes en observation depuis 10 ans. Mais c'est tout simple. Déjà, la couleur des yeux me donne des indications en fonction de si tu as les yeux bleus ou les yeux verts ou noisettes ou marron foncé. Ensuite, au niveau des iris, on va voir des fois, si vous prenez vos iris en photo ou si vous regardez dans une glace, vous allez voir que dans cette propre couleur, il va y avoir des variations de couleurs. Certaines zones vont être plus orange, certaines zones vont être plus blanches. Ça, c'est des indications. Ça me donne des indications sur le potentiel dans votre organisme, les niveaux probables de toxémie. Alors bien évidemment, si vous parlez de ça, parce que je vous dis à un médecin, il va vous dire que je suis un charlatan. Et bien évidemment, je ne vous dis pas que c'est une science exacte. D'accord?
On pourrait même dire que ça n'est pas une science du tout. Mais avec plus d'1 millier de personnes en observation, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont phénoménales dans la lecture. Moi, des fois, souvent, je regarde les iris des personnes et je peux dire, bah, tiens, juste en voyant l'œil, sans voir la personne, je dis, ok, ben, ça c'est une personne avec un naturel angoissé, qui a des troubles digestifs, et principalement au niveau de l'estomac. Tout ça parce que j'ai vu que dans la partie colorée de l'œil, dans l'iris, il y a des anneaux dans la partie colorée, que au centre de l'œil, autour de la pupille, ben, ça va être légèrement jaunâtre, orangé, qui a peut-être des petites bulles ou des petits trous sur certaines zones de l'iris. Donc voilà, l'iridologie connectée au système nerveux qui me donne des indications. Et ça, je m'en sers dans chacune de mes séances avec mes clients en nutrition. Que ce soit de la naturopathie ou le suivi d'un athlète de haut niveau au niveau mondial, je lui demande qu'il m'envoie la photo de ses yeux et j'appuie pas mal de mes recommandations en fonction de ce que j'y vois. Alors bien évidemment, ça ne définit pas tout, puisque l'entretien avec mes clients, c'est tout de même 1 heure d'entretien, de questions, de réponses, d'analyse, tout autre que l'analyse de l'iris. Mais voilà pour résumer l'iridologie. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter là-dessus sur l'iridologie? Tu en fais toi-même? Non, non, à l'école, on n'en fait pas. Donc, à l'école de naturo, on n'a pas. C'est un truc en plus, je crois. Donc, non, je suis novice, je suis débutant, alors j'en ai déjà entendu parler, etc. Je sais que Julien Allaire, j'ai découvert un peu l'iridologie avec Julien Allaire. Et enfin, découvert, voilà, j'ai des notions sans plus. Donc, c'est toi le patron. Ouais, donc Julien Allaire, ouais, qui est le plus médiatisé, qui a mis ça sur le devant de la scène, qui fait lui-même des formations là-dedans. Mais voilà, moi j'intègre l'iridologie, donc cette lecture de l'iris, pour me donner des indications sur ce qui se passe dans le corps, d'éventuelles prédispositions. Mais c'est pas de la divination, je ne parle pas avec les esprits en regardant dans les yeux. Rassurez-vous, je ne suis pas un gourou, ni pas un leader de secte. Je regarde dans les yeux et bien évidemment, je remets tout ça en perspective avec ce que la personne me dit dans l'entretien et bien évidemment sur les signes extérieurs. Voilà. C'est un outil, quoi. C'est un outil. C'est un outil qui permet de suivre voilà. un client. C'est un outil. Et comme tout outil, il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses. Et je vais t'avouer que les personnes pour lesquelles mes analyses iriennes sont les plus faussées, c'est très souvent avec les sportifs, les grands, enfin, les gars qui se sont toujours entraînés depuis qu'ils sont gamins. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'œil, on va dire, en fonction dans l'iris, ce que je lis, ça va me donner des informations. Mais quand je vais en parler à la personne, qui est très sportive, hein, bien évidemment, en fait, il ne va rien ressentir. Pourquoi? Parce que, et j'ai aussi ça, c'est quand tu pratiques depuis longtemps ou tu as des pratiques où il faut que tu serres les dents, tu apprends à ne plus t'écouter. Tu vois? Et donc, en fait, tout ce qui est petite gêne physique, troubles intestinaux, troubles digestifs, tu as anesthésié tout ça. Tu l'as anesthésié. Okay. En revanche, ce que je viens de dire, toi, où ces sportifs, ils ne ressentent rien par rapport à ce que moi, je peux voir dans les yeux, ils ne ressentent rien quand ils ont entre 20 et 35 ans. Par contre, souvent, quand je parle avec des gars qui sont quarantenaires et qui ont été sportifs de haut niveau, effectivement, là, à 40 ans, ils ont tous les symptômes que j'arrive à lire dans les yeux. Alors, attention, pas 100% du temps. Et puis, comme je dis, c'est un dialogue. Je ne dis pas en regardant les yeux, tu as une porosité intestinale ou tu fais de l'hypochloridrie ou tu fais une hypothyroïdie. Pas du tout ça. C'est des pistes qu'il faut savoir analyser, bien évidemment, dans le dialogue avec le patient. Ok. Voilà pour l'iridologie. Florian, si tu nous écoutes encore là, dis-moi en commentaire si ça répond à ta question. Et celles et ceux qui sont intéressés par l'iridologie, n'hésitez pas à le dire en dessous ou à m'envoyer un message perso. Et celles et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à poser des questions aussi. Hein. On essaiera d'y répondre au mieux. Et on pourrait faire, même s'il y a beaucoup de questions, faire une session naturocast, questions-réponses uniquement. Pourquoi pas? C'est vrai. Et là, on va terminer avec la question de François, qui avait entendu parler qu'il y avait une relation entre la nourriture et notre génétique. Savoir si on avait des gènes qui nous prédisposaient à manger tel type d'aliments ou inversement, si des aliments avaient un impact sur nos gènes, sur notre ADN.
Moi, je me suis renseigné là-dessus, ça fait quelques années, et c'est quelque chose qui se met en place très progressivement en Europe, mais qui est déjà assez avancé dans le monde anglo-saxon. On appelle ça de deux manières. On appelle ça la nutrigénomique et la nutrigénétique. Et dans un premier temps, c'est la nutrigénomique, c'est quel impact l'alimentation va avoir sur nos gènes, bien évidemment, parce que nos gènes peuvent être modifiés, bien évidemment, quand on est soumis à des stress réguliers, à des facteurs stressants réguliers. Et par stress, je ne dis pas que c'est négatif, hein, ce stress. Un facteur stressant, c'est quelque chose qui sollicite une adaptation de notre organisme. Donc la nutrigénomique, des aliments vont avoir un impact sur nos gènes. Et donc on sait que certains aliments spécifiques, comme tu vois, les myrtilles peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de nos yeux. Tu vois, les avocats, par exemple, peuvent avoir un impact sur nos gonades. Les gonades, ce sont les couilles, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, bien évidemment. Ou les ovaires. Il fallait que je place un gros mot, ça faisait quand même quelques minutes que j'en avais pas dit, hein, tu vois. Et donc ça, c'est la nutrigénomique. Ou les ovaires, hein, j'ai pas envie d'avoir... Ou les ovaires, bien évidemment, oui, on n'est pas sexiste, nous. Quoique, comme on a dit qu'on appréciait Jordan Peterson, on pourrait être qualifié déjà de sexiste, hein, tu vois, ou d'anti-féministe. Ouais. Et donc, la nutrigénomique. Et ensuite, il y a la nutrigénétique qui montre l'interaction entre nos gènes et de par ces gènes, notre réaction à un certain type d'aliments. Et je pense que François, c'est ce qu'il voulait savoir. Tu vois. Est-ce que nos gènes nous prédisposent à un certain type d'alimentation? Est-ce qu'il y a une alimentation qui nous correspond à nous de par nos gènes? Moi, je vais te dire que oui, parce que, et ça je le dis depuis plusieurs années, on devrait adapter nos aliments par rapport déjà à nos aïeux, et pas juste nos parents et grands-parents, mais aussi savoir d'où on vient géographiquement et généalogiquement. Tu vois, c'est très important, parce que si, tu sais, on sait qu'en Europe, on a une population maintenant très métissée, et il y a beaucoup de gens qui sont originaires d'Afrique, Afrique du Nord, d'Asie, et qui mangent, qui s'alimentent à la façon occidentale, européenne ou anglo-saxonne. Et en fait, on peut se rendre compte, moi je le dis parce que j'ai des clients comme ça qui ont des troubles de la santé, des troubles métaboliques. Et en fait, moi je leur dis, écoute, tes ancêtres, eux étaient plus en Asie du Sud-Est, donc regarde ce qu'ils mangent traditionnellement là-bas et alimente-toi comme ça. Et très souvent, on a des résultats, quoi. On a des résultats positifs. Donc oui, nos gènes nous prédisposent à un certain type d'alimentation. Ça, toi, c'est déjà par rapport à un souci géographique. De quelle origine géographique on vient. Ensuite, on peut toujours se faire une analyse génétique pour voir de quoi nos gènes sont faits et de ce pourquoi on est plus ou moins fait. Et moi, je me suis fait analyser génétiquement. Alors, il faut savoir, je crois que c'est interdit en France. Et j'ai fait ça par une boîte qui s'appelle Self-Decode. Je mettrai le lien en dessous. J'ai aucun intérêt avec eux, hein. Self-Decode, c'est une boîte américaine qui sous-traite en Europe, enfin qui sous-traite pas, non, mais qui a une branche en Europe qui est basée en Allemagne. Et en fait, c'est tout simplement, tu vas sur leur site, tu commandes un test, et en fait, ils t'envoient un tube, tu craches dedans, donc de la salive, tu le renvoies, et en fait, juste à partir de la salive, ils vont t'analyser ton code génétique. Et après, tu as accès à un site. Alors, tu pourrais y passer toute une année à analyser tous les trucs, hein. Mais dans lequel ils vont te dire si... ils vont déjà te faire une analyse de toi. Juste en crachant dans un tube, moi, ils m'ont dit, ok, vous êtes quelqu'un qui a tendance à se lever tôt, qui est assez impulsif, qu'il faut limiter la consommation de ci, qui a des faiblesses au niveau hépatique pour la méthylation. Et ça, mais j'ai trouvé ça fantastique. Parce qu'en fait, une fois que tu sais ça, par rapport à tes gènes ne trompent pas, toi. Tu les as hérités, c'est ce qui fait toi, donc c'est ce qui va te faire, c'est ce qui va définir ta longévité, ta propension à déclencher certaines maladies ou pas, tu vois, parce qu'on prend en compte aussi l'épigénétique, qu'est-ce qu'on fait autour de ces gènes. Et justement,
en ayant fait cette analyse génétique, ça me permet d'améliorer individuellement mon épigénétique par rapport justement à ces tests. Et donc, moi, j'ai toujours, par exemple, fait attention à ma consommation de glucides. Parce que je sais que la surconsommation de glucides, hein, ce n'est pas toujours en faveur du côté esthétique que je recherche. Mais en fait, moi, génétiquement, je suis plus fait pour consommer des glucides que d'autres. En fait, j'ai le gène du fermier, tu vois. Et on sait que dans l'évolution de l'espèce humaine, ben, à la base, on était des chasseurs-cueilleurs. Et donc, il y a des gens sur la planète qui ont plus un gène chasseur-cueilleur, donc qui se contenteraient avec de moins de glucides et plus de protéines et plus de graisse. Et moi, j'ai le gène du fermier. Donc, tu vois, on peut dire à partir du néolithique, je crois que c'est ça, hein. Après le paléo, juste à la sortie du paléo, c'est le néolithique, où on a commencé à cultiver et autres. Ben moi, je suis plus prédisposé pour bouffer des produits céréaliers. Alors, bien sûr, hein, toute qualité, enfin, pas de mauvaise qualité, bien évidemment, des choses naturelles. Donc, moi, je suis plus là-dessus. Donc, François, si tu nous écoutes par rapport à ta question, est-ce que nos gènes peuvent nous donner une idée de l'aliment des aliments qui sont plus prédisposés pour nous? Oui, j'y crois fortement. C'est pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux et parce qu'on n'en parle pas aux 20h que ça n'existe pas, tu vois. C'est pas comme le gamin qui se cache derrière ses mains et qui pense que parce que il est caché derrière ses mains, personne ne le voit, hein, tu vois. Il faut vraiment se dire ça. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous en ce moment, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue recherche, et même d'un point de vue technologique, qui permettent aussi des avancées sur la santé, qui font qu'on va pouvoir améliorer cette individualisation. Mais ça a un coût. Ça a un coût. Moi, par exemple, cette analyse génétique, c'est $250. Il faut pouvoir les sortir à un moment donné, hein. On a tous des moyens différents. Mais après, une fois que tu l'as, il faut encore décoder. Alors, c'est bien fait sur leur site, hein, il faut encore pouvoir lire. Et ensuite, c'est comme tout. On passe à l'action. Il faut passer à l'action en fonction des infos. Parce qu'avoir l'info, dire, OK, ben, t'es plus prédisposé pour ça, tu as plus tendance à ne pas assimiler le fer ou à être avoir trop de leucine dans l'organisme. Ben voilà, ça, il faut pouvoir l'analyser et dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant avec ces données au quotidien, tu vois. C'est aussi pour ça que Nico et moi, on est là. Il faut nous solliciter. Moi, j'ai fait pour pouvoir accéder à toutes ces données. Et bien sûr, ça me permet de me former au quotidien. En plus, tu vois, quand tu as toutes ces données, ben, ça t'oblige à te remettre à jour, à potasser sur certains sujets. Et c'est parce qu'on bosse et qu'on se remet à jour régulièrement qu'on est capable de vous aider au mieux pour individualiser vos aliments. Voilà. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, Nico? Non, je sais juste que à l'époque, ils n'avaient pas besoin de se poser ces questions puisqu'ils vivaient localement et avec ce qu'ils produisaient. Et c'est vrai que la mondialisation est venue mettre un gros coup dans la fourmilière. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Donc, Tu fais très bien de rappeler ça. ouais, Tu fais très je bien de pense rappeler ça que avant c'était local, naturel et autres, et que maintenant, bah, c'est tout, ça devient tout n'importe où dans le monde. Ce qu'on mange, mais aussi les gens mangent de tout et eux-mêmes sont déportés, tu vois, dans ouais, d'autres zones, et c'est ce qui fausse la donne. ouais, c'est ça qui est compliqué, quoi. Mm. Donc, non, mis à part ça, t'as tout dit, hein. Ouais. Bon, bah écoute, Nico, je pense qu'on va pouvoir Bah, terminer là-dessus. on est pas mal. N'oubliez pas, les amis, mal faire vaut mieux que bien penser. Et on vous attend l'année prochaine. On vous attend l'année prochaine. Nico, je te Avec plein souhaite de de passer de questions. bonnes fêtes. À toi aussi, prends soin de tes Passe de bonnes proches, fêtes. profite de ta tribu et commence bien l'année. On se tient au courant. Je te souhaite le meilleur. Et à toutes et tous, hein, si vous êtes là, n'oubliez pas, likez, partagez, diffusez un maximum, posez-nous vos questions. On vous attend en 2024 et on vous souhaite le meilleur. Allez, à la prochaine. Paro!